J'appartiens à une vieille famille de Barème, bourg des Basses-Alpes connue pour le passage de Napoléon de son retour de l'île d'Elbe. Ma famille était propriétaire de l'hôtel Pascal. Mon frère Marcel en assurait la gérance. À la déclaration de guerre, même jeune, j'ai dû venir le remplacer. Après la défaite, mes frères sont revenus au pays. La résistance, c'est l'affaire de mes frères qui sont revenus en 1940 assez découragés, n'ont pas très accepté le régime de Vichy, donc ils ont pris des contacts certainement dans d'autres régions du département, Manosque, où il y a le premier groupe qui est monté à la Beau, qui arrive le matin avec tout le barda, et quelques heures après, ce sont les troupes italiennes qui viennent occuper Varennes. Des problèmes pour savoir comment nous allons les faire parvenir à Clunan, puis après quelques petits incidents, tout s'arrange, et le groupe monte à Clunan le soir, accompagné par mon frère, jusqu'à Clunan. Après, c'est un autre groupe qui vient, celui-là c'est de Lyon. Il nous est envoyé surtout par Digne, le docteur Jouve, Lamborel, la famille Courbon et certainement Henri Guigues. Ce sont les premiers qui montent à la lavanderie. Ça deviendra la première école des cadres du secteur. Après, en même temps, il arrive des groupes d'un côté de l'autre, un qui vient du Var et qui va rejoindre entre Senès et Blieu l'abordage. Et de temps en temps, les groupes viennent, ils changent de secteur, les uns viennent de la Drôme, ils repartent. Et au même moment, déjà dès le début, il y a le groupe de parachutage, le groupe Ginette de Cagnes-sur-Mer, qui est le groupe de Roger Bourmaster, qui commence à emmener les postes émetteurs, à prévoir les terrains de parachutage et organiser les premiers parachutages. Chez nous, de temps en temps, il y a un radio, de temps en temps, il y a une autre personne, tout le monde va, vient. C'est un peu la maison de tout le monde. Enfin, même au moment du parachutage de CIC, le radio Raymond reste chez nous pendant un bon mois. Et puis après, c'est le groupe Renoir qui arrive et qui monte s'installer à la Melle. Alors là, c'est une installation avec beaucoup de matériel, groupe électrogène, etc., etc. Jusqu'au jour où, sachant que la Melle a été vendue, tout le monde déménage sur le point Majestre. En 1942-43, Lyon était pour la zone réputée non occupée la capitale de la résistance. J'y étais étudiant et j'ai pris contact avec différentes organisations et en particulier avec le commandement des maquis qui commençait à se créer lorsque les Allemands, occupant toute la France, ont voulu envoyer en Allemagne dans les usines une grande partie de la jeunesse française. Le service national maquis avait conçu un service spécial des maquis-écoles qui avait pris le nom de service Périclès. C'est dans ce service que je suis entré et après plusieurs stages de formation, ma première mission l'été 1943 fut d'implanter un maquis-école pour la région méditerranéenne quelque part dans les Basses-Alpes. Comme Barème était un centre particulièrement actif de rencontres, nous nous sommes rendus à Barème et épaulés
par les représentants de la résistance à Digne, qui nous ont rendu de très grands services, nous avons pu prendre contact avec l'hôtel Pascal et avec les personnes qui là assuraient un rôle de liaison et d'action extrêmement important. Et après un hébergement rapide à la Baue, dont Mme Gibelin parlait tout à l'heure, nous sommes allés nous installer en face de nos rentes à Champagnelles, et car c'était la mode des noms de guerre, ce lieu fut baptisé la Lavanderie. Et ce maquis de la Lavanderie a fonctionné pendant tout l'été 43, l'été et l'automne 43, et il a permis la formation d'un nombre non négligeable de responsables pour les maquis des mouvements unis de résistance dans la région du sud-est de la France. Ce travail supposait des contacts locaux importants, supposait aussi un contact avec la hiérarchie clandestine. Il entraînait beaucoup de déplacements, mais nous nous appuyons sur une organisation qui était assez solide, et je puis vous en apporter témoignage avec cette carte d'identité que j'ai retrouvée après la guerre dans un point de chute clandestin, et qui montre que nous avions un service faux papier qui fonctionnait très bien. C'était indispensable à cette époque. Pour la formation des cadres, il y avait tout un programme du maquis école qui était défini, bien sûr des instructions pour le combat, mais aussi une formation civique, car il nous paraissait indispensable dans la résistance de ne pas séparer l'activité du combat de l'élan citoyen. C'est ainsi que nous avons fonctionné pendant l'été 43, du haut de notre installation. Nous avons vu la débâcle des troupes italiennes lorsque Badoglio et le roi d'Italie ont changé leur politique, ce qui a permis de récupérer quelques armes qui nous furent par la suite fort utiles. Mais les règles du combat sont ce qu'elles sont. Le responsable national de la formation pour les maquis écoles m'a fait appeler à Lyon pour me donner une autre affectation, et je fus remplacé à Barème, disons pour le secteur de Barème, je fus remplacé par celui que nous appelions Prince, c'était son nom de guerre, Pierre Rose, un officier martiniquais qui abandonnait jeunesse et montagne pour entrer dans la lutte. Je l'ai rencontré clandestinement un soir de septembre sur les bords du Rhône à Lyon. Je lui ai donné toutes les informations en ma possession, et à partir de là, il est devenu le personnage central des maquis et muères de tout ce secteur de Barème et même plus loin. Mais je ne raconterai pas, puisque mon affectation devint autre et que je ne suis plus revenu, je ne raconterai pas ce que fut cette épopée. Ce sera l'objet de notre message. Les stagiaires qui passeront par l'école régionale des cadres
vont y acquérir rapidement une excellente condition physique, des connaissances militaires suffisantes et une solide formation civique et morale. Au rythme de une par mois, les sessions de l'école régionale des cadres se succèdent jusqu'en janvier 1944, à la Lavanderaie d'abord, puis à Valbonnette. Ce maquis-école va, pendant 6 mois, faire vivre en parfaite harmonie des hommes venus de tous les coins de France et d'Europe. Au cours de l'année 1943, l'institution du service du travail obligatoire nous a amené à avoir beaucoup de jeunes gens de notre âge qui venaient des villes pour échapper au départ en Allemagne. Et de ce fait, ça a constitué le commencement des maquis. Et comme il y avait beaucoup de jeunes, il a fallu créer des écoles pour encadrer ces gens-là, qui n'avaient aucune formation civique ni militaire. Et la première école a été créée dans la région du Haut-Jura et la deuxième dans les Basses-Alpes. C'était le colonel Sarzac dit Robert, qui était un ancien marsouin, qui a créé ces écoles-là et qui faisait partie du service national maquis, le réseau Périclès. Et moi, j'ai appartenu à une école dans les Basses-Alpes, fin décembre, début janvier, à Beaurepaire. Nous avons eu une alerte. La nuit, il a fallu déménager. Nous sommes tous partis pendant la nuit avec tout le matériel, les armes sur le dos, pour aller nous fixer à côté de la Javie, entre Drex et la Javie. Ça s'appelait Fortoul. Et nous avons eu un stage de 3 semaines, parce que les gens arrivaient de toutes les régions de France. On ne se connaissait pas que par nos prénoms, plus ou moins. Et le stage durait 3 semaines environ. Nous avions un officier martiniquais, de l'infanterie coloniale, qui était extraordinaire. Un instructeur qui était un officier yougoslave qui s'était évadé de son flag Yougoslavie, qui avait rejoint les partisans, parce qu'eux, ils appelaient ça les partisans, nous, c'était les maquis. Et j'ai fait partie de la promotion d'Estienne d'Orve, qui s'est terminée fin janvier, début février. En février 1944, une attaque des Allemands sur l'école des cadres cantonnée à Fortoul, sur délation, disperse le camp. 11 stagiaires sont arrêtés. Et les interrogatoires ont eu lieu à la Villa Marie-Louise, à Digne. Nous sommes restés 3 jours là, pour les interrogatoires. Et après, ils nous ont emmenés dans un car qu'ils ont réquisitionné à Digne, à la prison de Nice. Nous étions encordés les jambes et le poitrail, avec des cordes, dans l'autocar. Et puis, ma foi, une fois à Nice, 4 mois de cellule. Ils nous ont embarqués le 13 juin pour l'Allemagne. Moi, j'ai eu de la chance de m'évader avec l'officier yougoslave à Dijon. Je ne sais pas où le train allait. Voilà, je ne peux pas... Ça s'est arrêté là, moi, mon parcours. L'école des cadres est dissoute. Et Prince Manfred prend le commandement de la résistance de Tartonne à Oraison. Le maquis Fort-de-France a été créé à la mi-février 1944 par l'équipe d'instruction composée de Dracard, Flamand et Hervé, qui avait été affectés dans la région par le chef des maquis écoles de l'Amoura, dans le Jura. Cette équipe est arrivée au début du mois de février à Barème, et c'est dans le restaurant de l'hôtel Pascal
qu'a été créé le maquis Fort-de-France. À cette époque, le capitaine Pierre-Rose dit Manfred, chef de secteur de la Résistance, avait cautionné la création du maquis et nous avait conseillé une installation à la Haute-Melle. Et nous y sommes allés immédiatement pour assurer aux maquisards l'entraînement physique et l'instruction militaire qu'ils n'avaient pas. Cette instruction s'est prolongée pendant des mois. Le régime était sévère, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Durant cette période, des événements importants se sont produits au maquis. Il y a eu d'abord un parachutage important. Il y a eu aussi l'arrestation à Barème de 2 Waffen-SS français qui ont été conduits au camp et qui ont été jugés et fusillés. Avec les renseignements fournis par les 2 Waffen-SS français, nous avons pu avoir les plans du siège de la Gestapo de Cavaillon et mes camarades Dracard et Flamand sont partis en mars à Cavaillon pour repérer les lieux. Hélas, à leur retour, ils se sont arrêtés dans la chapelle de la Basse-Melle et là, le 25 mars au matin, malheureusement, les Allemands les ont arrêtés, emmenés et ils ont ensuite été déportés en Allemagne. Le maquis, durant son séjour dans ces montagnes des Alpes de Haute-Provence, a utilisé indifféremment la Basse-Melle et la Haute-Melle. Mais il a surtout cantonné dans la bergerie de la Haute-Melle et c'est là qu'ont été préparées les actions qui ont commencé au moment du débarquement du 6 juin 1944. Le maquis Fort-de-France a été à la pointe de l'action sur la route Napoléon. Dès le débarquement du 6 juin 1944, il a été installé aux abords de Saint-André-des-Alpes pour stopper les convois allemands sur la route Napoléon. Le 11 juin, il a été attaqué sur les pentes de Saint-André-des-Alpes par une forte colonne allemande. Un combat a eu lieu et plusieurs maquisards ont été tués. D'autres ont été fusillés. Par la suite, le 18 juin, une embuscade au clu de Chabrières a mis en déroute plusieurs convois allemands composés d'un grand nombre de camions. Par la suite, le maquis Fort-de-France a mené des actions d'embuscade au Chafaud, à la Barre d'Oran, et il a attaqué au mois d'août 1944 un nid de mitrailleuses situé au-dessus des clus de Chabrières. Au total, le maquis Fort-de-France a perdu 15 résistants. Certains ont été tués au combat, d'autres ont été fusillés et d'autres sont morts en déportation. Je voudrais, pour terminer, avoir une pensée particulière pour le capitaine Pierre-Rose, notre chef à tous, qui a été fusillé le 18 juillet 1944 au niveau de la Barre d'Oran et qui a été un exemple pour tous de la résistance. Le maquis Fort-de-France a réuni des jeunes de toutes origines et de toutes conditions, des paysans, des ouvriers, des étudiants, épris du même idéal de liberté. Il a accueilli de nombreux élèves de l'École nationale de navigation et des jeunes routiers du clan d'Assas, tous venus de Marseille. Tous ces jeunes étaient épris du même idéal, ils ont combattu pour la libération de leur patrie.
Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?